VIH, consultant. Moi, c'est Dr Sylvie Ngamboué, experte en VIH. Je suis dans le compte comme consultante Femme Plus. Bon après-midi à tous. Moi, c'est Ella Ounuska. Bon, je suis coordonnatrice de CNG Plus. C'est une ONG qui œuvre sur les jeunes filles mères qui vivent avec le VIH. Merci. C'est Dr Patricia Lelo. Je suis experte en VIH pédiatrique. Je travaille à la pédiatrie de Kalimbelembe. Bonjour à tous. Je suis Aimé Loiseau. Je suis médecin et directeur pays de la Fondation Elisabeth Blaise. Merci. Ok, merci beaucoup. Les panélistes se sont présentés. Je voudrais faire un petit rappel. Docteur Patricia va parler ou remplace le docteur Patricia. Donc, il n'y a pas de différence. Patricia remplace Patricia. Sans pour autant donner le nom qui va faire la différence. Dans ces panels, nous allons parler des stratégies pour accélérer la traduction des dernières avancées scientifiques en matière de prise en charge pédiatrique et élimination des transmissions verticales dans les contextes nationaux. Les deux précédentes présentations que nous venons de suivre ont parlé des avancées scientifiques dans notre contexte. Maintenant, on va demander aux panélistes, selon leur secteur d'activité, de nous parler des stratégies mises en place pour accélérer les dernières avancées scientifiques en matière de prise en charge pédiatrique et élimination des tensions verticales dans les contextes nationaux. Nous allons entendre ce que le pays ou les ONG ou les institutions ont mis en place. Et après cela, nous allons entrer dans nos débats. Je ne sais pas qui sera la première. Est-ce qu'il y a 3 femmes et un homme? C'est l'homme qui commence pour être galant ou il va terminer également pour être galant? Ça dépend. Ok. Bien. Voilà. 2030, on nous a dit tout à l'heure que c'est demain. Et c'est un grand rendez-vous où nous espérons que le monde va contrôler l'épidémie du VIH à cette date. Et pour y arriver, nous avons besoin de mettre en place des interventions à haut impact. Les interventions qui vont nous aider à rapidement accélérer les efforts pour contrôler l'épidémie en 2030. Et c'est là où nous saluons le travail des chercheurs qui produisent régulièrement les évidences pour nous permettre de réorienter ou d'ajuster nos interventions en vue d'atteindre cet objectif. Il nous a été demandé de partager nos idées sur comment traduire toutes ces évidences, toutes ces avancées en informations utiles, informations capables d'agir ou d'impacter la vie de nos enfants vivant avec le VIH ou la transmission du VIH de la mère ou des parents à l'enfant. Nous allons nous résumer sur 5 points. Très rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. On va essayer de nous résumer sur 5 points en restant au niveau stratégique, pas très opérationnel, on dépiste, on fait non, très stratégique. Le premier point, je pense que nous devons être proactifs. Et ça, c'est très important. Et je suis aussi un des partenaires de PEPFAR.
la proactivité par rapport à l'utilisation rapide des évidences dans la gestion quotidienne de nos programmes. Tout à l'heure, on nous a parlé des PrEP, etc., etc. Je crois que la première chose, c'est très rapidement voir comment traduire toutes ces informations scientifiques en directives concrètes, compréhensibles pour le prestataire clinique, le prestataire communautaire et même les gestionnaires des projets et des programmes. Parfois, nous prenons beaucoup de temps, peut-être on va revenir dans les discussions, dans l'utilisation des informations qui sont générées par les scientifiques chaque année et régulièrement. Et ça nous met en retard sur un certain nombre de choses. Dans les zones PEPFAR, par exemple, il y a cette proactivité parce que nous savons que régulièrement, l'OMS, l'ONU-SIDA, etc., ils sont très proactifs et PEPFAR intègre tout ça avec, bien sûr, la collaboration avec les gouvernements pour que rapidement, ces informations soient traduites en matière utilisable pour le prestataire, en termes de directives, en termes d'orientation, en termes de SOP. Et ici, nous ne devons pas nécessairement attendre les grands ateliers pour réviser les protocoles, etc. Même les directives, les notes circulaires peuvent aussi nous aider à aller vite. On va revenir dans les discussions. Donc, la proactivité, et ça c'est très important. Il ne suffit pas d'écouter, de lire les articles, mais il faut les traduire rapidement, de manière très concrète pour les prestataires qui est à Ituri, qui est à Chopo, etc., etc. La deuxième leçon, c'est que c'est bien d'avoir des informations innovantes, etc., mais pour implémenter tout ça, il faut des intrants. Il faut, par exemple, les médicaments pour les PrEP, le PIDTG, etc., il faut les intrants. Et quand il y a les évidences, il y a cette question qui doit être posée immédiatement en termes de la disponibilité des intrants qu'il faut pour que cette avancée scientifique soit réellement implémentée sur le terrain. Donc l'approvisionnement par rapport aux nouvelles avancées, et il faut s'y prêter à temps. Tout à l'heure, j'ai suivi la présentation en ligne, etc. Celui qui parlait de notre PILD, etc. Il a parlé de cette notion d'intrant. Donc, intégrer les informations et les ressources qui vont avec pour que l'évidence soit réellement implémentée. Ceci étant fait correctement, rapidement, il faut que les prestataires, les utilisateurs finaux soient formés. Et c'est ce que nous faisons. Au niveau de notre programme, nous avons déjà implémenté la PrEP, autotest, Recensi. Toutes ces innovations sont implémentées à cause de ce schéma rapide, information, traduction en instruction claire, commande avec nos partenaires, formation rapide, et ça c'est important. Et les formations, s'il vous plaît, on ne va pas nécessairement attendre des ateliers de 7 jours, etc. Il faut repenser notre façon de former les gens, être plus concret, être plus orienté vers les compétences, utiliser les plateformes digitales, etc. pour que l'information puisse circuler rapidement. Nous sommes un grand pays, donc trouver des innovations pour que les prestataires soient informés rapidement afin que ces évidences soient mises en œuvre le plus rapidement possible. Le quatrième domaine, c'est le domaine de l'implémentation, le scale-up. Le scale-up. Ça, c'est très important, parce que quand nous avons déjà préparé tous les éléments, les gens sont formés, etc., mais il faut s'assurer que les informations sont réellement implémentées. Et nous travaillons, surtout avec PEPFAR, avec des plans de mise en œuvre très clairs, avec des monitoring qui montrent qu'effectivement, les prestataires, les formations sanitaires sont en train d'implémenter réellement ce qui a été décidé à travers les supervisions, à travers les visites de mentorship et autres. Et enfin, c'est la documentation
et l'évaluation de ces nouvelles approches. C'est bien, on a la PrEP qui a marché au Vietnam, etc. Mais nous devons être capables nous-mêmes, au niveau de nos programmes, au niveau du pays, de faire un monitoring de l'effectivité de ces interventions pour les ajuster par rapport à notre contexte. Donc, il y a une innovation qui se met en place. Nous mettons en place un plan de suivi de cette innovation et apprendre par rapport à cette innovation dans notre contexte afin d'ajuster un peu les choses. Donc, nous avons voulu commencer par ces 5 points parce que c'est ça qui nous permet, nous, au niveau de notre programme, d'intégrer rapidement les avancées scientifiques qui sont générées par les scientifiques, encadrées par l'OMS. Généralement, l'OMS le fait très très bien. Il transforme toutes ces informations en informations lisibles et compréhensibles. Et de là, il faut rapidement aller dans la danse. Donc, souvent, nous prenons le temps, nous piétinons un peu et ça retarde beaucoup. Ça retarde beaucoup l'implémentation de ces nouvelles informations qui sont générées par le scientifique chaque année et régulièrement. La deuxième partie, pour clore, je voulais partager quelque chose de très important, c'est l'index testing. Ça, c'est une stratégie, je vais terminer par là, je n'ai que 8 minutes, je ne vais pas abuser, rassurez-vous. L'index testing, je crois que ça, c'est une stratégie très importante qui peut beaucoup nous aider dans l'identification des enfants vivant avec le VIH. Nous partons généralement des femmes vivant avec le VIH. Nous faisons l'arbre familial de ces femmes pour identifier les enfants, tous les enfants biologiques, et se rassurer que tous ces enfants sont testés. Et je vous dis aujourd'hui, au niveau de notre programme, c'est la première porte qui nous permet d'identifier beaucoup d'enfants vivant avec le VIH. Donc, nous avons dans nos familles, les familles de nos clients, de nos frères et sœurs vivant avec le VIH, les enfants. Commençons d'abord là-bas. C'est un réservoir qui est sous-exploité jusque-là. Voilà, je sais que dans les discussions, nous allons revenir dans les détails, etc. Mais si je peux résumer, c'est la proactivité et la planification à temps qui peut nous aider à aller vite. Sinon, nous risquons de nous retrouver en 2025 et en train de se rendre compte que la PrEP n'est pas encore implémentée à Bunia. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Aimé. On peut passer à la prochaine. Merci de nous avoir donné l'occasion de partager les stratégies nationales dans la prise en charge pédiatrique. C'est vrai que Dr Hilo et Dr Faustin ont parlé suffisamment de la prise en charge pédiatrique. C'est vrai que tout est parti des difficultés réelles dans la prise en charge pédiatrique. Nous savons tous que la tranche d'âge d'adolescents, c'est une tranche d'âge qui nous casse un peu le pied dans la prise en charge. Parce que dans toutes les présentations, on montre toujours une sorte de cuvette dans la prise en charge des adolescents. Alors, Dr Hilo a présenté un histogramme qui nous montre comment la prise en charge, la mise sous traitement ARV, si je peux dire le premier 95 de la prise en charge du VIH traîne les pieds. Donc les enfants restent toujours à un niveau bas par rapport aux adultes. Je crois que l'histogramme résumait un peu l'histoire de 2015 à 2021. Et le souci est d'arriver en 2027 au même niveau avec les adultes, c'est-à-dire 95-95. Mais comment nous nous sommes pris pour essayer le plus possible de résoudre le problème? Tout est parti des défis que nous avons entre le 3,95
Nous savons, dans le premier 95, c'est la faible accès des enfants et adolescents au dépistage. Madame qui vient de Maniema a un peu résumé le point fort de cette première partie. La difficulté réelle, c'est le dépistage des enfants. Vu que ce dépistage est toujours lié au consentement de parents. Et ça fait traîner les pieds parce que jusque-là, les lois ne nous permettent pas totalement de nous engager avec les enfants. Et puis, d'autres défis nous avons par rapport au premier 95, c'est la rupture de stock en intrants et dépistage. Et puis, la faible exploitation de portes pourvoyeuses des cas positifs avec les index testing. Et puis, tout le monde a décrit l'implication communautaire des adolescents. L'UNICEF a essayé un peu de s'impliquer. C'était impliqué, pas essayer, l'UNICEF s'est impliqué, mais notre confrère de Congo central. Nous avons une faible couverture pour la charge virale. Couverture en laboratoire pour approvisionnement en intrants et la charge virale. Et puis faible utilisation des gènes experts pour la charge virale. Et retard dans la mise en œuvre du plan de boostage de la charge virale dans la prise en charge pédiatrique. Et tous ces défis nous poussent, ces défis ont poussé les pays à faire des avancées assez significatives dans cette prise en charge. Dr Faustin a parlé pratiquement de toutes les avancées significatives. Il a parlé de l'optimisation des ARV pédiatriques. On nous a montré, et Dr Hilo et Dr Faustin nous ont montré comment on a disponibilisé les ARV pédiatriques. Pratiquement dans cette optimisation, on a mis un anti-intégrase de dolutegravir à 10 mg qui nous aide énormément dans la prise en charge des enfants. Et puis le diagnostic de la tuberculose chez l'enfant à partir des selles avec le gène expert et les urines de Tibilam qui s'est fait actuellement dans nos murs. Et puis aussi, il y a l'Alliance globale pour l'élimination du sida chez l'enfant d'ici 2020. Tout ça sont des avancées que les pays mettent en œuvre pour faciliter et faire avancer la prise en charge pédiatrique. Maintenant, par rapport aux stratégies, nous avons retenu quelques stratégies. La première stratégie, la mise en œuvre effective des différents documents normatifs élaborés. Pour les enfants, nous avons, Dr Faustin a parlé de guide de la divulgation qui est déjà sur terrain. Et puis, il y a des documents normatifs qui nous aident énormément dans la prise en charge des enfants.
Il y a aussi les plans d'action pays dans le cadre de l'Alliance pour l'élimination du sida chez les enfants d'ici 2030. Il y a aussi les plans d'accélération de la prise en charge pédiatrique chez l'enfant et l'adolescent de 2023 à 2027, avec l'objectif de monter les niveaux de la prise en charge de l'enfant, ou même de monter les niveaux de la prise en charge de l'enfant au niveau de la prise en charge des adultes. Et l'extension de l'approche de l'annonce du statut sérologique chez l'enfant et l'adolescent avec plusieurs types d'approches, et particulièrement l'approche la plus prometteuse, c'est l'approche père-adolescent. Les stratégies, nous pouvons résumer les stratégies en fonction de 3,95. Pour le premier palier, nous pensons que nous pouvons passer de 41 à 95% d'ici 2027. Nous pouvons promouvoir les approches différenciées de dépistage, index testing, autotest assisté, intensifier le dépistage à toutes les portes pourvoyeuses des cas positifs, étendre l'utilisation des gènes experts dans le dépistage des enfants exposés, redynamiser la task force santé de la reproduction, de la mère, de nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent et de la nutrition, et intégrer la prise en charge du VIH dans les grandes pédiatries du pays, pas seulement des hôpitaux gouvernementaux, si je peux dire, mais il faut voir aussi dans les hôpitaux privés. Pour le deuxième palier, deuxièmement 95, nous pensons passer de 38% à 95% d'ici 2027. Rendre disponible et en quantité suffisante des ARV pédiatriques, parce que c'est que vrai, on se plaint tout le temps de la rupture de stock. Optimiser le traitement pédiatrique avec dolutegravir pédiatrique. Promouvoir les approches différenciées dans la dispensation des ARV chez les enfants, multi-mois. Actuellement, avec l'approche des soins différenciés des traitements de 6 mois, chez l'enfant, nous pouvons passer 3 mois si l'enfant est stable et un enfant âgé de plus de 2 ans. Dispensation communautaire, essayer d'intégrer les jeunes avec l'approche père-adolescent ou père-jeune. Et pour le troisième palier, nous pensons passer de 88 à 95% d'ici 2027. Dans la mise en œuvre effective du plan de boostage de la charge virale et les tests, si je peux dire, comme je faisais dire en anglais, the early infants diagnostic. Rendre disponibles les intrants pour la charge virale et le dépistage tôt de l'enfant. Mettre en place des stratégies communautaires pour la création de la demande pour la charge virale et accompagnement communautaire pour le suivi des enfants et adolescents. Et nous voyons que la plupart des stratégies mettent l'accent sur l'implication des adolescents, de pères éducateurs adolescents dans la prise en charge. Avec ces stratégies, nous espérons que nous pouvons atteindre nos objectifs fixés d'ici 2030. J'ai dit et je vous remercie. Je crois, peut-être faire la continuité de ce que mes précédents ont parlé, parce que ça ne servira à rien que qu'on puisse se répéter. Toutefois, nous avons compris qu'il y a encore
beaucoup de choses à faire par rapport à la prise en charge pédiatrique ici en RDC. Et nous qui sommes sur terrain dans la prise en charge, nous sommes butés à plusieurs problèmes et difficultés, surtout par rapport à la prise en charge des ados, comme l'a dit Dr Patricia. Mais néanmoins, nous sommes contents parce qu'il y a de cela quelques semaines, nous avons été appelés pour le lancement du plan d'accélération que la RDC, le programme national de lutte contre le VIH-Sida, a puis mis à jour. Il a mis son plan d'accélération de la prise en charge pédiatrique pour la période 2023-2027, ce qui nous réjouit. Et dans ces plans-là, nous avions eu quand même à trouver certains intérêts qui nous a beaucoup plu parce qu'il y avait beaucoup de stratégies et ensemble, nous avons discuté par rapport à cela. Et sans tarder, par rapport aux stratégies que nous proposons et que nous avons aussi eu à voir dans ces plans-là, moi, personnellement, je me dirais que sur le plan managérial, par exemple, s'il faut une mise en œuvre de l'existence d'un axe à part entière de la prise en charge pédiatrique à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau national et au niveau opérationnel, parce que, en fait, nous disons actuellement en RDC et dans nos structures, la prise en charge pédiatrique est diluée dans la prise en charge des adultes. Parce que les adultes, quand nous parlons de la prise en charge du VIH, paquet VIH, nous parlons d'une manière générale des adultes et les enfants sont comme si ce sont des annexes des adultes, ce qui parfois entraîne plusieurs problèmes pour relever les données qu'il faut pour la prise en charge pédiatrique. Peu d'informations, on a peu d'informations sur des enfants, peu de suivi, peu de planification, parce que lorsqu'on fait des planifications, on tient plus compte du paquet VIH adulte. Et c'est dans ces paquets-là qu'on inclut les enfants. Et nous pensons que la mise en œuvre d'un axe à part entière, ça va beaucoup nous avancer et ça va nous aider. Et nous sommes fiers parce que dans ces plans-là, il est prévu aussi, il a été prévu ou il a été dit. Et puis, par rapport au niveau technique, nous déplorons les systèmes nous pouvons les dire, hein, les systèmes que nous amènent les partenaires, surtout financiers. En fait, dans les formations sanitaires, souvent, quand ils viennent, on fait les choix par rapport aux prestataires. Soit on s'est dit, on sélectionne 4 et 5 prestataires pour la prise en charge du VIH. Et dans ce sens-là, ça devient compliqué les jours où quelqu'un d'autre, pour mettre la main dans la pâte, il s'est dit, moi, je n'ai jamais n'infisque un petit rien de ces gens-là, je ne vais rien faire. Et là aussi, ça amène beaucoup de problèmes. Et nous disons, si dans ce sens-là, il y a des stratégies, dans les stratégies, former tous les prestataires d'une formation sanitaire, par exemple, là où il faut financer, on forme tous les prestataires sur la prise en charge pédiatrique et la prise en charge du VIH. Ça va beaucoup plus nous avancer en matière du VIH. Mais aussi, par rapport
comme je disais, la collaboration avec les communautaires. Là aussi, il faut vraiment améliorer les stratégies de renforcement, de renforcer la collaboration. Parfois, en négligeant certaines choses, en négligeant ce qui s'est dit dans la formation sanitaire. Alors, 30 secondes. s'il faut vraiment que nous puissions améliorer la collaboration entre les prestataires et les communautaires, ça va beaucoup nous aider. Et aussi par rapport au financement, bien sûr, tout le monde l'a dit, l'a décrié. Nous avons vraiment, là, il faut que chaque partie prenante puisse mettre la main et savoir quel est son rôle à jouer pour renforcer les financements qui va aider encore plus à avancer dans la prise en charge pédiatrique. Ok, merci beaucoup. D'habitude, je suis galant. L'homme a parlé sans ménage. Autour des femmes, on doit interrompre, on doit réduire le temps. Bon, ça ne dépend pas de moi, mais c'est l'heure. Okay. À vous la parole. 3 minutes. Merci pour la parole. Prochainement, l'homme ne parlera pas beaucoup. Merci pour la parole. Moi, je vais aborder 4 points. Le premier, je parlerai de mon histoire, de la contamination. Deuxième, la prise en charge avec une charge virale supprimée. Troisième, la prise en charge pendant la grossesse. Et quatrième, la naissance de mon précieux bébé non contaminé avec une prise en charge respectée et bien suivie. Merci. Eh bien, je suis une PVV de naissance. Pourquoi de naissance? Parce que je suis le fruit d'une PVV. Je suis le fruit d'une PVV qui n'a pas bénéficié de la PTME comme il se doit à son époque, paix à son âme. Comme étant fruit d'une PVV à qui sa PTME a été échouée, en tout cas, ça m'avait beaucoup révolté de prendre conscience sur mon observance et mon adhérence afin de lutter contre le VIH et de lutter pour une génération sans VIH-Sida. Moi, j'appelle les jeunes PVVIH de prendre conscience pour une génération sans VIH-Sida. Ainsi, mon adhérence et mon observance a été mise en exergue à l'époque où on faisait le CD4. Mon CD4 était toujours apprécié car c'était dans le banc, donc selon le médecin traitant. Et à cette époque de la charge virale, mon adhérence et mon observance a toujours été observée. Je réussis à avoir une charge virale supprimée qui m'a permis à être dans un couple. Quant à la prise en charge pendant la grossesse, c'était question de prise de conscience. Depuis la CPN1 jusqu'à 9e mois de la grossesse, mon observance et mon adhérence, je suis heureux de dire, a toujours été observée jusqu'à la naissance de mon précieux bébé. Et ma charge virale demeure toujours supprimée. Quant à la naissance de bébé, de mon enfant, ici je commence par remercier l'Éternel qui m'a donné un monsieur qui avait accepté mon statut, qui a pu rester pour moi un confident et un support essentiel. C'était très difficile de faire le suivi de l'enfant. C'était vraiment difficile, c'était pas facile. Pourquoi c'était pas facile? C'était compte tenu du contexte environnemental et surtout de la mentalité des membres de la famille. Comme j'avais l'ambition de ne pas avoir un enfant qui a le même sérologie que moi,
j'étais décidée de suivre correctement sa prise en charge jusqu'à 18 mois, où l'enfant était sorti du projet, donc il était négatif, juste à cause d'un est négatif. En bref, c'est ça. Merci beaucoup. Nous avons suivi tour à tour les 4 panélistes. Je ne voudrais, faute de temps, je ne sais pas résumer. Mais nous avons retenu. Là, nous sommes dans les stratégies pour accélérer la traduction des dernières avancées scientifiques. Maintenant, s'il y a des interventions, des compléments ou des précisions, je crois que le débat est ouvert. On peut poser des questions ou on peut enrichir ou parler peut-être d'une expérience. Ça dépend d'une personne à une autre. Il y a un micro-baladeur, je pense.